Chez BYD sur Charging Station, on a déjà essayé la Dolphin, l'Atto 3 et la Seal. Et du point de vue du style, je dois vous le dire, j'ai pas encore vraiment eu de coup de cœur, mais aujourd'hui, ça pourrait changer. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du BYD Sea Lion 7. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. BYD a de la suite dans les idées. Le constructeur chinois qui s'appelle Build Your Dreams, eh bien c'est précisément ce qu'il fait, construire ses rêves chez nous en Europe. Les constructeurs européens qui le voyaient arriver en ricanant rigolent tout de suite aujourd'hui un petit peu moins. Après l'Atto 3, la Dolphin et la Seal, et avant l'essai de l'Atto 2 dans quelques semaines sur Charging Station, un véhicule là aussi extrêmement prometteur, place donc aujourd'hui à l'essai du grand Sea Lion 7 qui espère bien faire de l'ombre à une certaine concurrence venue d'Amérique par exemple, le Tesla Model Y, mais également de Chine, son propre pays, c'est-à-dire le XPeng G6 pour ne citer que, mais en a-t-il les moyens ? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Alors quelles sont ses qualités, mais également ses défauts? Eh bien, toutes les infos et mon ressenti après une semaine à son volant, c'est dès maintenant dans cette vidéo. Allez, avant de démarrer, un petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à Charging Station et surtout activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Un premier trajet, un grand essai ou une vidéo découverte. Prochaine vidéo, ce sera le premier trajet et puis ensuite le grand essai quelques jours plus tard de la Fiat Grande Panda, cousine technique de la Citroën IC3. Il y aura pas mal de choses à dire. Restez bien fidèles à Charging Station comme vous l'êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux. Allez, c'est parti, place à l'essai. Extérieurement et notamment vu de l'arrière, ce Sea Lion 7, eh bien je trouve qu'il est très joliment dessiné, c'est fluide, c'est moderne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. De sa ligne se dégage un mélange entre un certain dynamisme et puis le côté un peu cossu aussi, ça fait un peu premium, ce qui n'est pas désagréable évidemment. L'empattement de 2,93 m, distance entre les roues avant et les roues arrière est gigantesque, voilà qui devrait bénéficier aux passagers arrière, on verra ça dans la suite. À l'avant, le lien avec la Seal est évident, avec là aussi une ligne moderne et dynamique. Perso, vous l'aurez compris, je trouve ça très réussi. Et vous, que pensez-vous de la ligne de ce BYD Sea Lion 7? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Pour faire avancer ce Sea Lion 7, on va retrouver selon les versions soit un, soit deux moteurs électriques. Alors en entrée de gamme, on aura un seul moteur électrique synchrone à aimant permanent qui est situé sur le train arrière. Ce sera donc une propulsion. Sur les deux versions supérieures en 4 roues motrices, on aura donc évidemment pour épauler le moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière, eh bien un deuxième moteur situé lui à l'avant. Et là, ce sera un moteur asynchrone. Concernant les charges tractables, on est sur 750 kg en 2 roues motrices si la charge est freinée. Toujours avec une charge freinée en 4 roues motrices, on peut monter jusqu'à 1,5 tonnes. Et si la charge n'est pas freinée, ce sera 750 kg. Dans tous les cas, concernant le poids de ce BYD Sea Lion 7, c'est pas vraiment une de ses qualités, il est plutôt lourd. On sera entre 2225 kg et 2435 kg selon les versions. La batterie haute tension, c'est une batterie CTB, c'est-à-dire Cell to Body, ce qui veut dire qu'au-delà du fait de stocker de l'énergie, eh bien cette batterie, elle a un deuxième rôle, un rôle structurel. Elle va devoir supporter des charges importantes en faisant partie intégrante de la structure de la voiture. Elle va donc rigidifier davantage encore cette structure, ce qui devrait permettre d'améliorer le comportement routier. On en reparlera tout à l'heure sur la route. Au niveau de la chimie, on est sur du LFP, ce sont les fameuses batteries Blade de BYD, Blade comme lame. Alors pourquoi lame? Eh bien parce qu'elles sont disposées en sorte de plaquettes de chocolat, vous voyez, qui sont disposées les unes à côté des autres, des batteries qui ont été maintes et maintes fois récompensées, notamment pour leur extrême résistance au percement par exemple, qui est l'une de ses nombreuses qualités. Pour recharger la grosse batterie, ça se passe à l'arrière du côté droit. Et quand on ouvre la trappe de recharge, une trappe manuelle, il n'y a rien de tel, ça évite les pannes, eh bien on constate la présence des deux connecteurs habituels. Le connecteur de type 2 en partie supérieure, connecteur qu'on va utiliser au quotidien puisque c'est la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Et puis en partie inférieure, on a un petit cache qu'on n'a pas en partie supérieure. Donc ça c'est bien parce que celui qu'on va utiliser le plus, c'est donc celui en partie supérieure et il est utilisable directement sans retirer le petit cache. En partie inférieure, le petit cache, ce sera pour la somme des deux connecteurs et la recharge super accélérée sur le courant continu qu'on va peut-être utiliser un petit peu moins, voire pour certains
absolument jamais ou pratiquement jamais. Concernant la recharge du quotidien sur le connecteur de type 2, on a un chargeur embarqué de 11 kW et comme on a une batterie LFP, vous allez pouvoir au quotidien recharger à 100% en respectant les prescriptions du constructeur évidemment. Ça veut dire que tous les jours, vous aurez à disposition l'autonomie totale de cette voiture, contrairement à une batterie NMC que vous rechargerez au quotidien à 80% pour préserver la batterie dans le temps. Concernant la recharge super accélérée, donc connecteur combo CCS, la somme des deux connecteurs, et bien sur cette version, le constructeur annonce 24 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Mais est-ce que ça se vérifie dans les faits? Eh bien, j'ai fait le test pour vous cette semaine. Regardez. La recharge a démarré à 13h55 avec 10% de capacité de batterie. Si j'ajoute 24 minutes, les 24 minutes théoriques annoncées par le constructeur, on sera sur 14h19. Alors, va-t-elle tenir ? Eh bien, on va le savoir. Pour l'instant, ça a l'air plutôt mal parti, puisque vous le voyez ici, le restant est de 57 minutes. Aïe, aïe, aïe. Alors définitivement, ça ne va pas le faire, on est à 61% seulement et il est déjà 14h17, donc en 2 minutes, on ne va pas arriver à 80%, ça c'est évident. Cela dit, la puissance de charge, vous le voyez, elle plafonne à 132 kW, or personne ne charge sur le même chargeur que moi et normalement cette voiture prend bien plus. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un coup de pas de bol, si la voiture a un petit souci ou si le chargeur a un petit souci. Toujours est-il que cette session de recharge ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Je tenterai d'en refaire peut-être une dernière avant la fin de cette semaine d'essai, mais je crains de ne pas pouvoir le faire et donc auquel cas je serai resté sur ce bilan très mitigé par rapport à cette session de recharge en particulier. Si vous avez d'autres expériences avec ce même véhicule en recharge sur le courant continu, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Voilà, la recharge vient d'atteindre les 80%, il est 14h30 et donc la voiture a mis exactement 35 minutes pour aller de 10 à 80% de capacité de batterie. 35 minutes au lieu de 24 en raison d'un pic de puissance de charge qui était assez faible, aux alentours de 130-135 kW, pas plus, alors que la voiture normalement, je le disais, peut accepter beaucoup plus. Alors coup de pas de bol, problème au niveau de la voiture, problème au niveau de la borne, je ne sais pas et je n'aurai sans doute pas l'occasion de refaire une session de recharge avant de rendre la voiture. Donc bilan relativement mitigé, mais la faute à qui? Bonne question. Notez enfin que ce BYD Sea Lion 7 est compatible V2L, Vehicle to Load, c'est-à-dire qu'en branchant cet adaptateur dans le port de recharge, eh bien vous pouvez alimenter via ce multiprise des appareils électriques externes et ça, c'est plutôt pratique. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération, histoire de profiter dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix de votre nouvelle voiture électrique et certainement si vous rechargez à la maison. Alors un petit conseil, pour vous renseigner, rendez-vous sur luminus.be/e-mobility. Dans la suite de cet essai, je m'installe aux places arrière. Y a-t-il de l'espace? A priori, avec l'empattement extrêmement généreux de ce Sea Lion 7, ça devrait être le cas. On ira voir ça dans les prochaines minutes. Les places avant, le tableau de bord de ce BYD Sea Lion 7 et puis on ira sur la route et je vous livrerai mes impressions après une semaine à son volant. Là, on va s'intéresser au volume de chargement qui est extrêmement généreux sur ce BYD Sea Lion 7. Alors, en configuration 5 places, mais certainement en configuration 2 places, donc avec la banquette arrière fractionnable 60-40, complètement rabattue. L'ouverture, elle est électrique sur toutes les versions. C'est de série. Alors qu'est-ce qu'on a comme aspect pratique? On a la petite tablette à enrouleur qui se trouve ici, qu'on peut retirer évidemment. On a également à droite directement accessible, et ça c'est pas toujours aussi évident à trouver, c'est l'ouverture de secours de la trappe de recharge, du connecteur de charge pour désengager le connecteur de charge. Eh bien ça se trouve ici. On a 4 petits œillets aux 4 coins. On a un petit filet ici à gauche. On a un petit crochet ici à gauche également, histoire de pendre le sac de course et éviter que tout se répande dans le coffre. Et puis on a sous le plancher du coffre qui est légèrement inférieur par rapport au seuil de chargement. On a une très belle finition ici d'ailleurs. Beaucoup de place ici dans ce sous-coffre. Alors un sous-coffre général d'une hauteur de 10 cm à peu près. Et puis un énorme sous-coffre qui peut accueillir les câbles de recharge. Ici, on en a 2. Le câble domestique, le câble de type 2 et puis également le connecteur qu'on a vu tout à l'heure, l'adaptateur pour la fonction V2L, et il reste encore un petit peu de place. Alors si vous avez envie de placer les câbles de recharge ailleurs, c'est possible également, notamment dans le frunk, un frunk très généreux, 58 litres, vous pouvez y mettre les câbles de recharge, mais aussi, si vous le souhaitez, une valise cabine.
L'espace à l'arrière de ce BYD Sea Lion 7, il est royal. En même temps, l'empattement est gigantesque, ceci expliquant cela. Alors on a droit à un toit vitré qui est gigantesque lui aussi, avec un vélum électrique. On a des dossiers ici qui sont inclinables, on peut se remettre plus droit si on le souhaite, ou en position plus couchée pour se reposer. C'est disponible également. On a ici à l'arrière des sièges avant 2 petites pochettes supplémentaires en plus de la traditionnelle poche aumônière. C'est pratique, on pense aux familles. On a également à l'arrière de la console centrale ici les sièges chauffants, et puis plus bas avec un petit logement, 2 prises USB-C, une par place principale à l'arrière. C'est très bien également. De la place au niveau des genoux, il y en a beaucoup. Au niveau des pieds également. Franchement, on est vraiment super bien installé sur les 2 places principales, mais également sur la place centrale, puisqu'on n'a pas de tunnel central. On a un plancher qui est parfaitement plat. Alors ici, on est positionné un petit peu plus haut, mais c'est pas gênant en hauteur en tout cas, puisqu'on a cet espace qui est disponible au-dessus de la tête qui est vraiment très important. Par contre, le dos, c'est un petit peu plus rigide en raison de la présence de la coudoir centrale qui se trouve ici. Un coudoir central super bien fini avec double porte-gobelet et un petit espace de rangement supplémentaire. Franchement, à l'arrière de cette voiture, on est en business class. Bref, il n'y a pas grand chose à dire. Ici, c'est royal. Bienvenue à bord de ce BYD Sea Lion 7, et si vous connaissez les intérieurs de BYD qui aiment jouer avec l'univers marin, vous ne serez pas dépaysé en prenant place dans cette voiture. C'est confortable, accueillant et globalement de bon goût. Au centre du tableau de bord, on retrouve évidemment l'écran d'infodivertissement qui, BYD oblige, peut basculer du mode portrait au mode paysage et inversement. Les matériaux sont de bonne qualité, les assemblages également sont très bien réalisés, rien à dire sur ce point. On retrouve dans ce Sea Lion 7 une impression de qualité et de sérieux que certaines marques européennes pourraient largement lui envier. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description de l'intérieur du tableau de bord de ce Sea Lion 7. Sur la portière conducteur, on va retrouver en partie supérieure la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire les vitres et rétroviseurs électriques et le verrouillage centralisé, et puis en partie basse le vide-poche et la commande d'ouverture-fermeture du haillon. Sur le tableau de bord à gauche du volant, rien du tout, si ce n'est tout en bas sous la garniture la commande de déverrouillage du capot. Sur le volant à réglage manuel, on va retrouver à gauche les aides à la conduite, régulateur de vitesse adaptatif et conduite assistée, la gestion de l'affichage sur la partie de gauche de l'écran instrument et l'appel de la vue caméra 360. À droite, la commande vocale, le téléphone, les commandes audio avec le volume et les plages ou stations précédentes et suivantes, et la gestion des infos affichées dans la partie de droite de l'écran instrument. Derrière le volant, les commodos avec à gauche les clignotants et les éclairages, à droite les essuie-glaces, à l'avant uniquement puisqu'il n'y a pas d'essuie-glaces à l'arrière sur ce Sea Lion 7. L'écran instrument ensuite d'une diagonale de 10,25 pouces qui est donc personnalisable à gauche et à droite, on l'a dit. L'affichage tête haute ensuite qui est très complet avec les infos de base, vitesse instantanée, vitesse maximale autorisée, aide à la conduite, mais également des indications via des flèches animées concernant la navigation. Donc c'est moins impressionnant que la réalité virtuelle de Volkswagen, mais franchement ça reste très sympa. Dommage d'ailleurs que ce ne soit pas disponible avec CarPlay et notamment Waze, ça ce serait vraiment pas mal. Au centre de la console centrale, on l'a dit, l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 15,6 pouces. Comme toujours chez BYD, on l'a dit, il est rotatif. Attention, il est rotatif sauf si vous utilisez Apple CarPlay. Quand vous avez Apple CarPlay affiché, l'écran ne tourne plus, il reste forcément en mode paysage. Notez que vous pouvez également, mais on en reparlera dans la suite, avoir un écran partagé comme c'est le cas ici. On détaillera l'écran d'infodivertissement dans la suite, dans les prochaines minutes. Plus bas, les 2 aérateurs centraux et ensuite 2 emplacements pour smartphone. Celui de gauche proposant la recharge par induction ventilée avec une puissance délivrée de 50 watts. À droite, vous posez votre téléphone, mais il ne se passe rien. Plus en arrière, le sympathique petit sélecteur de vitesse et quelques commandes qui éviteront d'aller fouiller dans l'écran d'infodivertissement. On a à gauche les feux de détresse, l'avertisseur d'angle mort, le auto hold, le bouton de démarrage dont vous n'aurez pas forcément besoin, j'y reviens sur la route, et le sélecteur de niveau de récupération, j'y reviens également. À droite, les fonctions de chauffage et climatisation de base, fonctions auto, on-off et désembuage rapide, le sélecteur de mode de conduite et la roulette de volume, une pression et vous coupez le son et l'affichage de l'écran d'infodivertissement qui affiche alors une horloge. Les 2 porte-gobelets ensuite et puis la coudoir centrale qui renferme un espace assez vaste et bien fini.
autre espace assez vaste, il est situé sous la console centrale, un espace qui est ouvert mais qui accueille la partie connectique avec 2 prises USB-C, une prise 12 volts et même un lecteur de carte SD. La boîte à gants enfin qui est bien large, assez vaste et recouverte de feutrine. Une nouvelle fois, c'est très bien fini dans cette voiture. Ça donne un petit côté premium sympathique, même dans la boîte à gants. Je vous propose une petite démo du menu caméra qui est très intéressant sur cette voiture. Pour ce faire, eh bien, je vais passer la marche arrière. Voilà. Et là, vous voyez la définition des caméras qui est vraiment très bonne. C'est très lumineux, c'est très clair. Et notamment la vue 360 ici qui est vraiment extrêmement utile, notamment quand il faut reculer, comme c'est le cas ici, dans une allée en gravier. Vous allez pouvoir vous positionner exactement là où vous le souhaitez. Idem quand vous êtes dans un parking et vous souhaitez vous stationner exactement précisément sur une place de parking, eh bien c'est possible très facilement avec ce système de caméra 360. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans les menus? D'autres vues évidemment. Ici la vue vers l'avant, on était là sur la vue vers l'arrière. À gauche, à droite, la vue à l'avant élargie, vue à l'arrière élargie, et puis la vue gauche-droite. Si vous êtes dans un parking, par exemple une entrée de parking avec de grosses bordures à gauche et à droite, cette vue peut être vraiment très utile. Et encore ici, vous avez possibilité de faire soit vers l'avant, vers l'arrière, ou bien les deux côtés élargis. Alors si vous préférez, vous pouvez avoir d'autres vues. On a celle-ci par exemple qui vous permet de tourner tout autour. Vous voyez la rapidité de l'affichage. On a également d'autres vues ici, ici à partir de l'arrière, arrière gauche, arrière droit. Et ici la vue vers l'avant avec une sorte de transparence qui peut être très utile également. Et alors on a une vue par transparence ici, alors qui n'est pas une vraie transparence bien sûr, mais quand vous allez avancer ou reculer, eh bien la caméra va projeter sur l'écran ce que l'avant et l'arrière voient et donc faire progressivement avancer ou reculer la voiture sur ces vues caméra, et donc vous aurez une sorte de vue par transparence. C'est vraiment extrêmement pratique. Voilà ce qu'on observe dans cette voiture au niveau du menu caméra. C'est très bien. Je vais appuyer sur le bouton P pour revenir sur le menu principal et on va maintenant s'intéresser plus précisément au système d'infodivertissement. Alors l'écran de base c'est celui-ci avec la carte, la navigation ici et puis en partie inférieure des widgets qui vont vous emmener vers des raccourcis. Ici la partie navigation, soit vous rentrez dans la navigation, soit vous allez directement à la maison ou au travail. Ici la partie radio, la partie audio j'ai envie de dire, puisqu'en appuyant sur ce bouton vous pouvez choisir votre source musicale, AM, FM, DAB+, bien sûr, fichiers locaux, la musique sur votre téléphone, mais également Amazon Music ou encore Spotify. Ici le menu voiture, ici le verrouillage centralisé, ici l'ouverture du coffre. On peut rentrer bien évidemment ici dans les raccourcis voiture avec l'intérieur. Voilà, on voit ici une portière qui est ouverte. Ici par exemple, si j'appuie, hop, veuillez vérifier l'environnement autour et le coffre s'ouvre. Voilà. On peut ouvrir le menu, personnaliser tout ça également. On va revenir ici sur le menu principal. Alors ici, le téléphone qui n'est pas connecté pour l'instant, on peut éditer tout ça. Donc on peut autrement dit personnaliser ce qu'on va retrouver dans les widgets. En partie inférieure, toujours visible ce petit bandeau avec le retour, la touche maison pour revenir sur cet écran par défaut. Ici, le menu voiture, on ira dans un instant. Tout ce qui concerne la climatisation avec un accès direct par exemple au désembuage rapide ici. Là, on l'a dit, c'est la possibilité d'avoir un split screen, un écran partagé. Ici, le bouton pour faire tourner l'écran, on l'a vu. Et ici, l'accès à l'ensemble des applications avec les applications récemment utilisées ici à gauche qui se mettent dans une sorte de catégorie favoris. C'est très pratique également. Et puis alors ici, le menu voiture. Alors, c'est ce menu-là que je trouve un petit peu tiré par les cheveux parfois au niveau de sa disposition pour deux raisons en fait. D'une part, parce que les choses sont pas forcément à l'endroit où on les attend. Et puis autre chose, c'est les traductions qui sont pas toujours très réussies. Bien au contraire, il y a beaucoup d'erreurs de traduction, ce qui fait que malheureusement, des choses qui sont mal traduites, ça demande un petit peu de réflexion pour essayer de comprendre ce à quoi ça correspond. Et ça veut dire que forcément on est distrait. Donc ça c'est pas génial. On peut parcourir rapidement ces menus. On a le menu système ici, les ADAS, donc les aides à la conduite. Vous voyez, il y a aide à la conduite ici.
ici, assistant à la sécurité ici, aide au stationnement ici. Et alors ils aiment bien utiliser les abréviations, sauf que AVM, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'est dommage. AVM, ça aurait été plus simple peut-être de le mettre en toutes lettres, histoire que ce soit plus évident. Comme ici par exemple, on a les abréviations, mais également on a le nom en entier, ce qui est quand même plus sympathique. Ensuite, énergie, contrôle intelligent d'adaptation du couple. On a possibilité d'aller dans le gestionnaire de l'énergie avec le niveau de freinage régénératif. On en reparlera sur la route. La recharge et la décharge, puisque cette voiture est équipée du V2L. Ensuite, le menu véhicule avec le mode de direction assistée confortable au sport. On a ici tout ce qui est lumière. J'en reparlerai sur la route. L'utilisation confortable, c'est assez amusant. Alors ça, c'est fait partie des traductions fantaisistes. L'autopliage. Qu'est-ce que l'autopliage? Non, la voiture ne se plie pas sur elle-même. Non, l'autopliage, vous le voyez, c'est la possibilité de rabattre tout simplement les rétroviseurs quand vous verrouillez la voiture. C'est aussi simple que ça. HUD, Head-Up Display, donc l'affichage tête haute, vous allez pouvoir le régler comme vous le souhaitez. Instruments, donc l'écran instrument, luminosité, les affichages, etc. La climatisation ici, les sièges, les serrures, autrement dit le verrouillage, clé numérique. Alors, vous avez possibilité également d'avoir une clé numérique sur cette voiture, autrement dit d'avoir votre téléphone qui sera votre clé, et ça peut être vraiment très très pratique. Je vous le conseille. Moi j'ai pas pu le tester étant donné qu'il faut un code qu'on reçoit par mail qui arrive sur le mail, qui n'est pas le mien évidemment mais celui du service presse. Donc voilà, ça n'a pas été possible de l'utiliser, mais c'est évidemment bien pratique. Perception de l'habitacle, encore une traduction un petit peu spéciale. Ensuite ici, service, intervalle d'entretien, révision et information véhicule. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce système d'infodivertissement. Alors on a un raccourci qui est bien pratique, c'est celui qu'on recherche tous, c'est celui qui doit être évident à trouver, c'est le raccourci qui mène à la suppression des bips de survitesse. Vous avez deux possibilités de le faire puisqu'on a un menu qui vient du haut ici. Vous allez pouvoir personnaliser également menu raccourci et menu contrôle du véhicule. Alors SLW, ça veut dire Speed Limit Warning, donc avertissement de franchissement de vitesse maximale autorisée. Ici, on peut le couper très facilement. Alors, on peut le couper d'une autre manière sans rentrer dans ce menu, directement via la petite icône ici, sauf que la petite icône, elle n'est pas très évidente à trouver. Alors, ça va parce que je suis à l'arrêt, mais si vous avez déjà démarré, c'est pas évident, c'est plus simple de faire ça et d'appuyer ici. C'est plus accessible. Voilà. En haut à droite, on a la qualité de l'air avec un système de ionisation également dans cette voiture, la connectique également, 4G, les mises à jour OTA également. Et puis ici, tout ce qui est connectique Bluetooth, également le Wi-Fi dans cette voiture, c'est disponible également. Et puis l'heure affichée ici. Bon, si on allait à Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Il reste 50% de capacité de batterie et nous allons vers Marseille. Vous voyez, c'est assez rapide jusque-là. 821 km, Marseille. On a des petites images de la cité phocéenne. Définir comme destination. Voilà. Alors là, c'est un peu spécial. Si je ne fais rien, je n'ai pas les arrêts de recharge. Donc, admettons que, évidemment, j'utilise le premier itinéraire qui est proposé, 9h26. La voiture me dit, évidemment, batterie faible pour atteindre la destination. Et je dois moi-même afficher ici les arrêts de recharge. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas elle-même alors qu'a priori, je vais forcément en avoir besoin? Le mystère reste entier. Alors, on a 3 arrêts de recharge. 1, 2, 3 pour atteindre Marseille. Par contre, les timings me semblent un petit peu optimistes par rapport à ce que j'ai connu, j'ai expérimenté cette semaine. 18 minutes, 20 minutes et 15 minutes, ça me semble vraiment très, très optimiste. Cela dit, on a ici affiché également les bornes qui sont disponibles. Ici, par exemple, au prochain chargeur, il y en a 2 sur 3 qui sont disponibles. Pour revenir brièvement sur l'expérience vécue cette semaine, j'ai appris que c'est un bug connu, le fait que la voiture plafonne à 130 et quelques kilowatts. C'est un bug connu qui a été réglé via une mise à jour OTA dont cette voiture visiblement n'a pas encore bénéficié. Mais donc a priori, cette voiture pourra retrouver sa pleine puissance et atteindre effectivement les 24 minutes pour récupérer 70% de capacité de batterie, donc passer de 10 à 80. Ce que j'ai vécu cette semaine, a priori, ne devrait plus se produire suite à l'implémentation de cette mise à jour. Voilà une précision qui devait être faite. Donc,
Ici, 1, 2, 3 arrêts pour atteindre Marseille. Franchement, c'est assez sympa. J'ai bien envie d'y aller, tiens, à Marseille. Ah non, j'ai pas le temps. Ah non, bah désolé. Ah bah non, désolé, j'ai pas le temps. Donc malheureusement, ça ne sera pas possible. Allez, retour arrière, guidage annulé. Et on file maintenant sur la route. Pour démarrer avec ce BYD Sea Lion 7, un appui dont on peut se passer sur le bouton Start-Stop, oui vous avez bien entendu, soit vous vous en servez du bouton de démarrage normalement, soit vous activez l'allumage et l'extinction automatique de la voiture, et dans ce cas-là vous n'avez plus à l'utiliser, pourquoi s'en priver? Ensuite vous basculez le sympathique petit sélecteur de vitesse sur D ou sur R, et vous vous élancez. Vous élancez, c'est d'ailleurs le bon mot, parce que vous constaterez d'emblée que la cavalerie, elle est très en forme, et ce même si ce gros bébé pèse plus de 300 kg de plus qu'un Tesla Model Y, et ça aussi vous allez vite vous en rendre compte sur les routes sinueuses par exemple. Sur cette finition supérieure, les sièges sont en cuir véritable alors qu'ils sont en cuir vegan comme on dit sur les deux finitions inférieures. Les réglages sont évidemment électriques, ils sont chauffants, ils sont ventilés également et trouver sa position de conduite parfaite est un jeu d'enfant. Alors très honnêtement, on a ici l'impression d'être dans une voiture du segment supérieur tant le confort proposé par les sièges est vraiment convaincant, c'est un régal. Les aides à la conduite, c'est souvent ce qui pose problème dans les voitures chinoises, sans généraliser, avec des équipements qui sont souvent nombreux de série, c'est très bien, mais aussi mal réglés de série. Dans ce Sea Lion 7, c'est globalement convaincant, mais on a quand même deux bémols. L'alerte d'attention du conducteur qui peut se montrer un peu trop tatillonne et qu'on finit donc par désactiver. Et puis, plus important, la conduite assistée, donc le régulateur de vitesse adaptatif plus centrage sur la voie de circulation. Conduite assistée qui va se montrer parfois imprécise, ça va se déconnecter occasionnellement sans crier gare. Sur cette voiture d'essai, le volant vibre en conduite assistée, ça c'est incompréhensible, étrange. J'imagine que c'est un réglage propre à cette voiture d'essai, j'espère en tout cas. Pour couronner le tout, le bouton d'activation-désactivation de la conduite assistée sur le volant, eh bien il fonctionne de manière aléatoire. Parfois vous allez devoir mettre le pied sur le frein pour désactiver la conduite assistée parce que le bouton il ne répond tout simplement plus. Bref, c'est pas génial, il y a encore un peu de boulot. Non, malgré sa puissance très confortable, ce Sea Lion 7 n'est pas une voiture à caractère sportif, pas du tout même. C'est puissant et donc vif en ligne droite, mais en aucun cas sportif. Le poids est là et autant il donne l'impression d'être dans une voiture solide, statutaire, autant il ne va pas permettre de se faire plaisir au volant au sens sport automobile du terme. Les modes de conduite sont activables depuis un petit sélecteur sur la console entre les sièges, c'est sympa. Notez la présence en plus des classiques Eco, Confort et Sport d'un mode neige qui va pouvoir vous aider à vous sortir d'une situation compliquée sur terrain glissant. En résumé, sur la route, ce Sea Lion 7 c'est un gros bébé confortable et au volant il va se montrer étonnamment vif pour un SUV à vocation familiale. Bref, une voiture plaisir au quotidien, bien plus qu'une voiture plaisir tout court. L'absence de bruit, voilà, qui participe également à la sensation d'être dans un véhicule haut de gamme et c'est ce qu'on va retrouver en partie dans ce Sea Lion 7, en partie parce que si les bruits de roulement sont très bien filtrés, eh bien les bruits aérodynamiques, eux, le sont un petit peu moins, il faut bien le dire, mais rassurez-vous, rien de grave, ça reste une voiture très silencieuse. L'installation audio d'InAudio à 12 haut-parleurs, qui est de série sur toutes les finitions, propose un son de bonne qualité, sans qu'il ne soit non plus exceptionnel, mais c'est très bien. Par contre, comme sur beaucoup de véhicules chinois, la radio en DAB+ a tendance à décrocher de temps en temps, pour ne pas dire assez régulièrement, ce qui provoque un basculement et un retour en FM assez inconfortable. Toujours concernant les bruits et les sons, rien à dire concernant l'avertisseur piéton qu'on n'entend pas depuis l'extérieur. Par contre, le son des clignotants, le son marque, c'est l'une des options possibles. Le son marque, il ressemble à une alerte et donc c'est très agaçant. Et puis d'autre part, c'est inaudible à haute vitesse. Heureusement, vous pouvez le remplacer par le son standard qui est nettement plus agréable. Un son normal de clignotant, un son standard, donc ça se passe dans le menu son d'invite du véhicule. Encore une belle traduction, logique. Le diamètre de braquage, il est de 11,7 mètres. Alors c'est une valeur qui est assez élevée, on va pas se mentir, mais compte tenu des dimensions de ce Sea Lion 7, c'est une valeur qui, dans les faits, il faut le dire, ne va pas trop donner l'impression de manœuvrer un paquebot, même si on est loin de ce qui se fait chez Volkswagen par exemple, avec la série ID sur la plateforme MEB, où là on est sur quelque chose de beaucoup plus maniable. Ici, c'est clairement moins le cas.
Déception concernant la gestion du freinage et de la récupération d'énergie dans cette voiture. Ce qui pose problème si vous aimez la conduite à une pédale, c'est surtout que cette conduite à une pédale, elle est absente dans cette voiture. Il y a standard et high, mais même sur le niveau le plus élevé de récupération high, le ralentissement au lever de pied de l'accélérateur, il est vraiment insuffisant, pour ne pas dire très très faible. Dommage. Une vraie conduite à une pédale sur cette voiture aurait apporté un vrai plus à ce SUV. Si vous êtes adepte de cette fonction, vous allez tout simplement devoir ici vous en passer. La seule bonne nouvelle, c'est que le réglage que vous effectuerez en matière de récupération d'énergie, donc high en ce qui me concerne, eh bien il reste en mémoire d'un trajet à l'autre. C'est déjà ça. Les phares, ils sont à technologie LED avec allumage et extinction automatique ainsi que basculement automatique entre feu de route et feu de croisement. Ça fonctionne très bien, même si moi, franchement, sur ce type de véhicule, compte tenu du climat très cosy, pour ne pas dire premium ambiant, eh bien j'aurais aimé certainement sur une finition haut de gamme des phares matriciels adaptatifs. Il n'en est rien malheureusement. Je reste donc un petit peu quand même sur ma faim en matière d'éclairage et je me console avec les réglages possibles de l'éclairage intérieur. Voyez ce que ça donne dans l'obscurité. Vous pourrez évidemment tout personnaliser, les couleurs, les intensités, etc. C'est très bien. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de ce BYD Sea Lion 7, avant de conclure cet essai, eh bien parlons autonomie réelle. Alors l'autonomie théorique, c'est jusqu'à 502 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version et j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, comme à chaque fois, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre 5 degrés tôt le matin et 24 degrés au meilleur de l'après-midi. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru près de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 20 kWh au 100. C'est une valeur qui va me permettre, dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine, eh bien de rouler un bon 400 km réel sur une seule charge. Merci la grosse batterie. En évitant les voies rapides, les autoroutes, on pourra encore faire baisser cette moyenne et tendre vers les 450 km réels. C'est franchement très confortable. On n'oublie pas que mes trajets du quotidien à moi, mes fameux 50 km aller, 50 km retour, c'est principalement sur autoroute. Donc compte tenu de tout ça, on a quand même une autonomie ici qui est assez confortable. Mais grâce à la batterie, pas vraiment à l'efficience. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de ce BYD Sea Lion 7. Voici les prix en Belgique, en France et en Suisse. Alors cette voiture d'essai est une version Excellence. Pas d'option sur cette voiture d'essai puisqu'elle est proposée ici en Atlantis Grey qui est la couleur sans supplément. Pour les trois autres, Indigo Grey, Polar White et Space Black, ce sera 1100 €. On a ici un intérieur blanc ou noir, c'est disponible sans supplément. Prix total de cette voiture en Belgique, 57 480 €. Tiens, c'est près de 1000 € de plus que le prix catalogue que je viens de vous annoncer. Eh ben oui, même sans ajouter d'option, il y a 990 €, 990 € de nébuleux frais de livraison qui sont ajoutés automatiquement. Ça, c'est un petit peu moyen. Rendez-vous sur le site internet de BYD qui correspond à votre pays, configurez votre BYD Sea Lion 7 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, ça s'appelle le leasing opérationnel. Deux avantages principaux, la facilité de gestion au quotidien puisque tout est inclus et puis aussi la déductibilité évidemment. Pour les particuliers, pas de déductibilité mais le même avantage que pour les sociétés concernant le tout en un, le fait que tout soit inclus et dans la mensualité que vous payez tous les mois qui sera toujours la même du premier au dernier mois, eh bien vous avez la mise à disposition de la voiture, mais également tous les frais annexes comme l'assurance, les taxes par exemple, ou encore le remplacement des pneus. Vous n'avez à vous soucier de rien. C'est comme si dans une formule classique où vous allez rembourser un crédit et payer des frais régulièrement pour changer les pneus, pour payer l'assurance, etc. C'est comme si tout ça était englobé et lissé sur l'ensemble de la durée de possession de la voiture, histoire de ne pas avoir de surprise dans votre budget d'un mois à l'autre. Si vous voulez vous renseigner, et se renseigner ne coûte rien, surfez sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite? Eh bien dans ce cas-là, rendez-vous sur Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement, disponibles tout de suite. Alors des voitures d'occasion bien sûr, mais également des voitures récentes, voire très
très récentes, voire neuves également. Et parmi toutes ces voitures, bien sûr, de plus en plus de voitures électriques. Il y a d'ailleurs de très belles affaires à faire sur Autoscout24 actuellement en matière de vente de voitures électriques. Pour vous qui êtes à l'achat, eh bien, vous allez pouvoir obtenir des prix qui sont extrêmement intéressants. Allez vérifier ça. Si vous vous dites que la voiture électrique, c'est pas pour vous parce que c'est trop cher, eh bien, sur Autoscout24, je peux vous dire que vous allez clairement changer d'avis. Alors, sur Autoscout24, il y a également une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique avec un calculateur d'autonomie, un calculateur de temps de recharge également. Autoscout24, c'est également une application, l'application Autoscout24 qui va vous permettre d'avoir au creux de la main, dans votre smartphone, eh bien, toute la puissance de recherche d'Autoscout24. C'est disponible évidemment sur toutes les plateformes et c'est entièrement gratuit. N'hésitez pas à la télécharger. Autoscout24 vous permet également de reprendre votre véhicule actuel. Vous rentrez ses caractéristiques et vous recevez en retour une offre de reprise. Rendez-vous donc sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. Oui, en conclusion, la ligne de ce BYD Sea Lion 7, elle est séduisante, c'est fluide, élégant et ça ne ressemble pas à un Xpeng G6 ou encore à un Tesla Model Y. Les performances sont également convaincantes, cet encombrant SUV n'est pas une voiture sportive, mais les accélérations et les reprises sont plus que vigoureuses, ce qui augmente le plaisir ressenti à son volant. À l'intérieur, c'est spacieux et confortable, rien à dire là non plus. Les bémols, ils sont à aller chercher du côté de l'écran d'infodivertissement dont les menus demande pas mal de temps pour bien en maîtriser l'arborescence. Il y a également trop de menus mal traduits, ce qui ne facilite pas la lisibilité et l'ergonomie. Et puis les aides à la conduite sont nombreuses, mais pas toutes vraiment au point. La conduite assistée intelligente ICC ne l'est pas tant que ça. Le maintien au centre de la voie de circulation se déconnecte assez régulièrement. C'est pas très précis. Sur cet exemplaire d'essai, le volant tremble en conduite assistée. Question de réglage, j'imagine. Et puis le bouton d'activation-désactivation de l'ICC ne fonctionne parfois plus, rendant obligatoire le fait de donner un petit coup de frein pour couper l'ICC. Bref, c'est globalement une bonne voiture électrique, très bonne même sur certains aspects, mais il y a encore trop de choses à corriger pour en faire une voiture parfaitement recommandable, les yeux fermés. Cela dit, chez BYD, ça bosse. J'ai d'ailleurs eu droit durant cette semaine d'essai à une mise à jour du système d'infodivertissement. Si les mises à jour se multiplient, elles finiront bien par rendre cette voiture plus que désirable. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera la semaine prochaine, je vous l'ai dit. La Fiat Grande Panda, cousine technique de la Citroën IC3. Durant les 2 semaines suivantes, on sera chez Zeekr avec d'une part la Zeekr 001, sorte de break de chasse qui fait un peu penser à une Porsche Panamera, il y a pire comme référence. Et puis la semaine suivante, le tout nouveau SUV de la marque, très prometteur, ce sera le Zeekr 7X. On ira chez Skoda avec un véhicule qu'on connaît bien, c'est le Skoda Enyaq qui a été revisité. J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine et vous saurez tout. Chez BYD, retour chez BYD avec l'Atto 2 qui sera à l'essai sur Charging Station. C'est aussi un SUV 100% électrique mais plus petit que le Sea Lion 7. Chez Hongqi, on a déjà essayé le gros EHS9. Là, ce sera une berline, la EH7. Et puis, ça y est, j'en prendrai le volant durant les prochaines semaines et je peux vous dire que ça, je l'attends avec impatience. C'est l'essai du Smart Hashtag 5, le gros SUV de Smart, la plus grosse Smart jamais produite d'ailleurs et de loin, avec des solutions qui sont vraiment très intéressantes et notamment à l'intérieur au niveau des écrans, au niveau des matières également à l'intérieur, ça va être très intéressant. Ne manquez pas cet essai. N'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Vous avez aimé cet essai? Mettez un petit pouce, partagez cet essai, vous êtes plusieurs centaines à le faire chaque semaine et ça aide vraiment à faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Merci de votre fidélité et à bientôt.